tous et bienvenue sur Radio Diagonale. Bienvenue dans la causerie, l'émission en négatif de J+1. Une émission d'avant-match qui sera consacrée aujourd'hui à la deuxième journée de Ligue 1 entre Dijon et Monaco. Une rencontre qui se disputera au stade Gaston Gérard demain soir à 17h. Pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Nicolas. Salut Nico. Salut. Et au sommaire de cette émission, on va revenir dans un premier temps sur l'historique de l'AS Monaco à Dijon. Un historique plutôt bref, on y reviendra. On évoquera bien sûr l'adversaire et nous vous passerons quelques extraits de l'interview que nous avons réalisée avec Alexis Bibo, correspondant spécialisé dans le football à Dijon, pour l'équipe et l'AFP, et qui collabore également pour des sites assez connus comme SoFoot ou jeuneafrique.com. On terminera avec le détail du groupe convoqué par Leonardo Jardim et la proposition de composition pour demain. Est-ce que ça te convient, Nico ? C'est parfait, c'est parfait. Eh ben allons-y. On va d'abord un petit peu revenir sur les votes, puisqu'on vous a donc sollicité pour une nouvelle rubrique qu'on a donc on a souhaité vous donner la parole, et on a eu un certain nombre de retours, on en a eu 60 exactement, donc c'est plutôt positif et plutôt encourageant, Nico. Ouais, pour une première, c'est bien. On fera plus au cours de la saison, mais c'est un bon début, oui. Voilà, évidemment, on espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter et à vous exprimer, puisque en plus c'est plutôt rare entre guillemets que les sites de l'ASM, ou en tout cas affiliés à l'ASM de façon bénévole, donnent la parole vraiment de plus en plus aux supporters. Donc voilà, profitez-en. Si on revient un petit peu sur les votes, et donc là on va évoquer le top 3 et le flop 3. Donc vous avez pu les voir éventuellement déjà si vous êtes sur Twitter, mais on a vu Moutinho, donc, qui en plus avait été élu homme du match, qui a recueilli la meilleure moyenne, devant Gemerson et Falcao. Nico, tu étais dans le dernier débrief, c'est assez logique et en même temps ça rejoignait vos avis respectifs sur ce vote. Ouais, voilà, avec Romain et Adrien, on était quand même assez d'accord sur les bonnes performances de Moutinho et Gemerson. Romain et moi-même, on avait mis Moutinho et Adrien avait mis Gemerson. Mais oui, c'est vrai que c'était l'avis qui ressortait aussi des tweetos par le vote juste après le match. Que le meilleur homme du match, c'était Moutinho, et Gemerson avait fait aussi une très bonne partie, au même titre que Falcao. Et en revanche, dans le flop 3, donc un petit peu moins drôle, on avait Sidibé, Subasic et Rony Lopez. Sidibé, bon, alors il y a aussi un petit peu, on va dire, de ressentiment à son égard, même si Romain l'avait un petit peu défendu aussi contre ça. Subasic, c'est partagé, mais lui aussi quand même a fait des erreurs. Et Rony Lopez, en plus, toi, c'était aussi ton flop numéro 1 dans ce match. Ouais, j'avais été très déçu par Rony Lopez, j'en avais parlé longuement. Par Sidibé aussi, il était pas très loin de Rony Lopez. Subasic, je l'avais un peu moins mis, je veux dire, sur l'échafaud pas comme Romain par exemple. Mais oui, c'est vrai que c'est trois. Bon, il faut bien choisir un troisième. Moi, Subasic, je l'aurais pas mis, mais c'est ce qui était ressorti en gros du débrief aussi. Hmm. En tout cas, on va revenir aussi sur ce classement. Évidemment, à l'heure actuelle où on parle, c'est pas un classement qui est définitif puisque les matchs de la soirée sont en cours. Mais Monaco pointe à la 9e place avec ses 3 points, les 3 points de la victoire. Donc ça va certainement changer. Mais on peut noter déjà, Nico, que les deux Olympiques caracolent en tête avec 6 points et 2 victoires en 2 matchs. Ouais, les deux Olympiques sont en forme. Ils ont gagné les deux à domicile, des victoires larges, 4-0 pour Lyon et 3-0 pour Marseille. Et hier, Lyon et aujourd'hui Marseille sont allés battre Rennes 2-1 et Nantes 1-0 sur leur pelouse. Donc deux victoires en deux matchs, un bon début. À surveiller. C'est à nous maintenant à Monaco de faire le boulot pour pas perdre de terrain sur eux. Mais bon, comme tu le dis, c'est la première journée. Enfin, c'est la deuxième, mais je veux dire, c'est que le début et il y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, pour Nice, il y a peut-être aussi un petit écart à faire dès le début. C'est pas encore significatif, mais ça peut être intéressant parce que Nice a perdu ses 2 premières rencontres encore hier soir face à 3. Donc bon, Ouais, encore une fois, ça peut toujours être bon à prendre. ouais. Même si on verra au long de la saison, mais j'ai plus peur de Lyon et Marseille que de Nice cette saison, je trouve, Ouais, pour ma part. j'étais plutôt convaincu de l'inverse, en tout cas. Peut-être que ça peut changer effectivement. Mais bon, voilà. Mm. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Monaco est sur deux très belles séries.
enfin une très belle série avec 2 stats intéressantes. La première, Nico, c'est une série de 6 victoires consécutives à l'extérieur, et c'est le record du club. Ouais, ouais, bah très belle série comme tu le dis. C'est vrai que l'année dernière on a fini en boulet de canon sur le dernier tiers du championnat et autant continuer sur cette lancée. La deuxième stat que tu veux dire, c'est Ouais. certainement les 13 victoires d'affilée et le record de Bordeaux à égaliser Mhm. avec 14 victoires. L'un implique l'autre forcément. On espère qu'ils vont y arriver, y parvenir et pourquoi pas le Mhm. dépasser ensuite à Metz dans la semaine Ouais. prochaine. Ce qui, au vu du calendrier, alors sans être trop présomptueux et voilà, mais ce qui, au C'est vu du abordable. calendrier, bah oui, c'est faisable, hein, clairement. Ouais, ouais, Voilà. largement. Mm. On va maintenant aborder un petit peu l'historique. Donc, on a un historique assez pauvre, hein, comme on le disait. Donc, ce sera assez rapide parce que Monaco-Dijon, Dijon-Monaco, plutôt, c'est un match. Donc, dans les terres bourguignonnes, c'est bien la Bourgogne. Ouais, Oui, voilà. Ouais, j'ai un doute tu te fugace. trompes pas. Voilà. Donc c'est un seul match à Dijon et c'était l'année dernière un match nul. Il n'y avait pas eu beaucoup de matchs où on s'était fait secouer ou accrocher. Celui-ci en fait partie. Ouais. Et en plus, c'était un match qui avait été un peu à sens unique, hein, quelque part. Ouais, 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 c'était. On avait ouvert le score assez rapidement par Carrillo avant la demi-heure de jeu. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que Monaco a laissé le ballon à Dijon et a laissé Dijon prendre l'initiative. Du coup, on s'était fait sanctionner logiquement en fin de match. C'était donc Ouais, pour la 15e journée. C'est vrai que c'était un des derniers accros où on voyait Monaco. Bon, après, il y a eu Lyon, bien évidemment. Mais c'était vraiment un match où on avait l'impression d'être sur la saison 2015-2016 avec des matchs très moches, très pas engagés de ouais. la part de Monaco. Donc, ouais, Mhm. c'était un match difficile, on va dire. Ouais. Un mauvais souvenir. Ouais, Dalloglio qui avait piégé un petit peu Jardim avec un système un petit peu inédit, un 3-4-3. Mais on peut noter que même à domicile à Louis II il y a quelques mois, c'est une équipe qui nous avait donné du fil à retordre, hein. Il a fallu s'en remettre à Falcao pour pouvoir parvenir à l'emporter. On va maintenant évoquer l'adversaire. Donc, on va vous proposer d'écouter surtout principalement l'entretien avec le journaliste Alexis Bibot pour évoquer l'adversaire et qui commence notamment par l'intersaison dijonnaise. Elle n'est pas terminée, mais elle est assez mouvementée. C'est-à-dire que Dijon a perdu plusieurs de ses titulaires. Pierre Listelou, qui est parti pas très loin de Monaco, Loïc Diony, le meilleur buteur de la saison dernière, qui a été vendu à Saint-Etienne. Ces 2 transferts ont rapporté, hors bonus, autour de 13 millions d'euros. Mhm. Et il y a également d'autres joueurs qui sont partis, Jordan Noties, d'autres joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires. Enfin, Mhm. le DFCO a perdu 3 titulaires. Il pourrait y avoir d'autres départs, mais qui ne concernent pas des joueurs, des titulaires. Baptiste Renel, gardien, a failli partir à Montpellier, mais finalement ça ne s'est pas fait. Ouais. Le club continue de chercher des joueurs. Le mercato n'est pas terminé, puisqu'ils sont à la recherche d'un milieu défensif, d'un Mhm. attaquant et éventuellement d'un défenseur central, puisque Wesley Lotera s'est blessé très sérieusement la semaine dernière à Marseille. Et donc le DFCO a recruté 6 joueurs Mhm. cet été dans toutes les lignes essentielles, enfin uniquement des joueurs de Ligue 1, hormis un jeune du Paris FC qui n'a aucune expérience à ce niveau. Mais voilà, c'est un mercato. On savait que ce sera assez animé, ça l'est. C'est pas encore terminé puisque on peut s'attendre encore à 5 ou 6 départs et à 2 ou 3 arrêts. Oui, effectivement, donc on a aussi des départs d'importance, notamment de Loïs Diony, qui a été un élément essentiel l'an dernier, Les Melou aussi, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements du côté de Dijon. Maintenant, au niveau du recrutement, on peut constater il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1, mine de rien, qui en tout cas qui connaissent le championnat de France. Ouais, c'est exactement le cas. Alors maintenant, ils ont tous une particularité, c'est que ce sont des joueurs qui n'ont pas énormément joué la saison dernière. Effectivement, ils viennent tous de Ligue 1. Alors, on peut mettre entre parenthèses Yambéré, qui a été prêté à Makashkala en Russie, puis à l'Apoel Nicosie à Chypre, donc il n'a pas Mhm. joué en Ligue 1 la saison dernière, enfin qui était sous contrat avec Bordeaux. Mais ce sont tous des joueurs, sans exception, qui ont assez peu joué. Voilà, alors j'ai plus le détail en tête, mais ils n'ont pas eu un gros temps de jeu. Alors, le DFCO était bien évidemment au courant.
L'année dernière, ils avaient recruté un peu partout. Je regroupe le mercato d'été, le mercato d'hiver. Ils avaient recruté un joueur en Corée, un joueur en Hongrie, un joueur en Tunisie, un joueur en Grèce. Là, ils se sont plus focalisés sur des joueurs qui connaissent la Ligue 1, mais qui n'ont pas eu un gros temps de jeu. Donc, ils cherchaient aussi des joueurs abordables financièrement, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas le budget du PSG. Et puis également animés, comme on dit, d'un certain esprit de revanche. Je sais pas, mais qui avait envie de faire une saison plus complète. Alors pour l'Ottawa, malheureusement, c'est mal parti puisqu'il sera absent au minimum 3 mois, au maximum 6 mois. Et au niveau même de la préparation, en regardant d'un petit peu plus près les résultats des matchs amicaux, on se rend compte qu'il y a pas énormément de points positifs sur ce plan-là. Non, déjà, ils ont encaissé beaucoup de buts. C'était un peu le point faible de l'équipe l'an dernier. Je résume un peu pour ceux qui connaissent pas beaucoup Dijon. Voilà, c'est une équipe qui pratique un football relativement ouvert, qui ne bétonne pas, qui a marqué, qui avait la 7 ou 8e Ligue 1 l'an dernier. Mais par contre, au niveau de la défense, c'était beaucoup plus friable. Donc le principal chantier, c'était justement de recruter des défenseurs d'expérience. Alors la préparation n'a pas été une franche réussite de ce côté-là, puisqu'ils ont encaissé 10 buts, ils n'en ont marqué que 6. Ouais. Voilà, alors c'est-à-dire que leur point faible demeure, leur point fort semble s'être atténué. Maintenant, ce ne sont que des matchs de préparation. Mais bon, voilà, il fallait intégrer les nouveaux. Il y a des joueurs qui ont raté la préparation à cause de blessures, comme des titulaires, comme Tavares, comme Abed, notamment. Shafik également a été gêné par une blessure à la cheville. Des arrivées, des départs. Bon, voilà, les résultats n'ont pas été extraordinaires lors des matchs amicaux. Ils ont pris une raclée contre Saint-Etienne 4-0, ce qui est jamais très bon pour le moral. Mais bon, je pense pas que ce soit une indication 100% fiable, les résultats de cet été. Et justement, donc le championnat a débuté la semaine dernière, et vous disiez que dans la préparation, Dijon a pas mal encaissé de buts, ce qui était le cas l'an dernier. Et là, malheureusement, ils n'ont pas forcément commencé par ce qui va être plus simple non plus, puisque c'était un déplacement à Marseille, mais ils ont pris malheureusement une petite déculottée ce soir-là. Ouais, alors que bon, ils ont plutôt bien tenu ils ont bien figuré en première mi-temps, hein, puisqu'il y avait 0-0 à la pause. Faut pas occulter le fait qu'ils ont perdu l'Ottawa au bout de 7 minutes. Ouais. Donc ça a désorganisé la défense. Et puis il n'est pas sorti sur un claquage, l'Ottawa. Il s'est fracturé le péroné, la cheville a été touchée. Donc c'est pas une blessure anodine. Je pense que dans l'esprit des joueurs aussi, ça peut avoir un impact. Donc ils ont fait une première mi-temps relativement correcte, hein, parce qu'en face c'était quand même l'OM. Bon, ensuite, malheureusement pour eux, ils sont un petit peu retombés dans leur travers de l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils perdent un peu trop facilement le ballon. Il y a des problèmes au niveau de la concentration, ça c'est un gros problème. Je sais pas si c'est un mal dijonnais mais enfin, en tout cas, ça a perduré sur la première journée. Et puis bon, voilà, en face c'est Marseille, vous en prenez un deuxième, et puis voilà, ça devient de plus en plus difficile de revenir. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Le secteur offensif a pas mal bougé aussi. Saïd et Tavares qui jouaient la semaine dernière. Saïd et Jeannot qui jouaient la semaine dernière. En plus, ce ne sont pas des mecs à 10 ou 15 buts par saison, ça se saurait. Ouais. Ils apprennent à se connaître. Voilà, il y a encore beaucoup d'automatisme. Alors, manque de bol. Bon, on commençait la saison à Marseille. On va poursuivre contre Monaco. Bon, évidemment, s'il y a des erreurs de concentration, s'il y a des trop de pertes de balles face à ce genre d'équipe, ça peut se payer cher, et ça s'est payé cher à Marseille. Au niveau de la composition, en tout cas du 11 qui pourrait être aligné, est-ce que Dalloglio referait confiance plus ou moins à l'équipe qu'il a pu aligner contre Marseille, ou est-ce qu'il y a des changements qui sont à prévoir, hormis l'Ottawa bien sûr qui lui est indisponible? Ouais. Oui, derrière, il va faire rentrer très probablement Fouad Chafik, l'international marocain, à la place de Valentin Rosier. Rosier, c'est un jeune joueur qui a 20 ans, qui a 4-5 matchs pro dans les jambes, donc et qui n'a pas été très à son avantage à Marseille, comme une partie de l'équipe d'ailleurs. Donc Chafik devrait rentrer. Bon, à l'absence de l'Ottawa, ce sera Lang ou Varro avec Yambéré, à choisir parmi les trois. Au milieu, je pense qu'il va titulariser Samaritano, qui déçoit peu, qui déçoit rarement même, hein, qui est vraiment un joueur assez régulier, puis qui avait d'ailleurs marqué
contre l'ASM au match aller il y a 9 mois. Tout à fait. Voilà, je pense, enfin je serais pas surpris qu'il titularise Balmont. On connaît Balmont, hein. Ouais. C'est un joueur de caractère en plus. De caractère, voilà. Donc après, il va pas tout bouleverser. Il a joué la semaine dernière en 4-4-2. Je pense qu'il va repartir dans un système identique. Après, je suis pas entraîneur et la séance de ce matin était à huis clos, mais il y aura quelques changements dus notamment à la blessure de Lozoa, un ou deux changements tactiques, mais enfin, il va pas tout bouleverser non plus. Merci donc à Alexis pour le temps qu'il nous a consacré. On vous rappelle que vous pourrez retrouver rapidement en guise de bonus cette interview en intégralité cette fois sur notre chaîne YouTube. Vous aurez à peu près en tout 15 minutes d'entretien et on vous la recommande parce qu'il y a des choses intéressantes encore. Nico, on va maintenant aborder le groupe de la SM, donc le groupe convoqué par Leonardo Jardim. Donc je vais vous l'énumérer. Donc chez les gardiens, Subasic, Benaglio. Donc là, en l'occurrence, pas de troisième gardien convoqué cette fois. Glick, Gemerson, Georges, Radji, Sidibé et Kongolo, donc dans les défenseurs. On peut noter cette fois aussi, Nicolas, que Kongolo est de retour. Il était absent contre Toulouse. Ouais, il était donc titulaire contre Paris pour le Trophée des Champions et on l'avait pas vu contre Toulouse sans qu'il y ait une communication à son égard. Donc là, c'est logiquement qu'il revient dans le groupe pour le match de demain. Chez les milieux de terrain, on a Gilles Diaz, Fabinho, Lemar, Maïté, Moutinho, Lopez et Tillmans. Pas une grosse surprise, si ce n'est que Gilles Diaz est dans le groupe, mais voilà, il y a 20 joueurs, a priori donc 2 joueurs en tribune, a priori il fera partie du lot. Ouais. Et avec les attaquants, donc Carrillo, Diakabi, Falcao, Mbappé et Silla. Sans doute Silla devrait faire partie du contingent avec Gilles Diaz en tribune. Oui, mais où est Ghezal ? Où est Ghezal, effectivement? Est-ce qu'il est sélectionné? Mystère. On a une absence aussi notable. Alors, Ghezal, peut-être aussi, il faut reconnaître qu'il est certainement pas du tout en forme. Hein. On le rappelle, il me semble pas qu'il était en entraînement à Lyon. Hein, donc, Non, il avait fini son contrat, oui. Tout à fait. Donc, il va certainement falloir un petit peu de temps pour lui pour se remettre dans de bonnes conditions, dans une bonne condition surtout. Donc certainement ce qui explique son absence. Il y a une autre absence assez notable, c'est celle d'Almamy Touré, Nicolas, qui est de nouveau forfait. Ouais, encore une fois, c'est un peu son point faible. Hein. Il arrive jamais à enchaîner, il arrive jamais à rester plus de 2-3 mois en forme. Et là, il s'est blessé au bassin à l'entraînement. C'est à l'entraînement, c'est pas un problème d'hygiène de vie ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est dommageable. On le voit jamais convoqué tout le temps, donc on peut pas vraiment. C'est pas un joueur sur lequel on peut se reposer. Ouais, clairement, peut-être qu'on en tirera un mot dans la Gazette du Mercato, mais à un moment donné, il va falloir peut-être prendre les décisions qui s'imposent. On sait que Jardim apprécie beaucoup le joueur, nous aussi d'ailleurs. Hein. Oui. C'est un brave garçon en plus, qui est sérieux. Ouais. C'est pas trop un problème de performance, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il a un physique de cristal. Et en plus, il est pas réputé, contrairement à Muratori, il est pas réputé pour être un type qui a une hygiène de vie assez mauvaise, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est un problème qui traîne depuis de nombreuses années, qui n'arrive visiblement pas à résoudre. Et à un moment donné, je pense qu'il faudra aussi prendre un petit peu les décisions. Ouais. Et puis ça sert pas non plus Sidibé, ça le met pas en concurrence, ça le force pas à aller au-delà de. Ouais. Au niveau du point de l'infirmerie, donc on a également Mboula, Bosquilla et Adama Traoré qui eux ont repris normalement. Donc notamment pour Bosquilla, c'est une bonne nouvelle, surtout que une bonne nouvelle, ouais. Voilà, j'ai l'impression qu'on attendait son absence un petit peu plus longue et il a l'air de reprendre assez vite, même si il est certainement pas encore en condition pour être dans le groupe, mais voilà, il reprend l'entraînement normalement, donc c'est toujours une bonne chose. Maintenant, Nico, si tu veux bien, on va faire un peu les suggestions de composition. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que Subasic sera dans les buts. Il n'y aura pas de grande surprise. Glick, Gemerson dans l'axe. Aussi. S'il est à droite, forcément, c'est un peu obligatoire. Malheureusement. Voilà. Maintenant, à gauche, il y a le retour de Kongolo. Maintenant, je pense quand même que Georges sera devant dans la hiérarchie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il était en conférence de presse, il a fait une très bonne rencontre contre Toulouse. On l'a vu un peu plus offensif que Kongolo.
Euh, Défensivement aussi, il a tenu la route. Je le vois bien tenir la corde à gauche. Je pense que ça sera lui qui va s'imposer comme titulaire Ouais. tout le long de la saison. Sinon, au milieu de terrain, j'imagine que Fabinho sera aussi reconduit. Maintenant, je mettrai une petite pièce. Je sais pas ce que t'en penses, mais je mettrai une petite pièce pour voir Tielemans à la place de Moutinho. Ouais, bah ça sera encore le point d'interrogation demain pour les compositions. Jardim m'a dit qu'il avait mis Moutinho parce qu'il avait fait une très très bonne. Il avait mis Moutinho contre Toulouse parce qu'il avait fait une très très bonne semaine d'entraînement. Est-ce que Moutinho a la capacité d'enchaîner un deuxième match de 90 minutes alors qu'il Voilà. c'est pas non plus. C'est ça. Ça fait pas beaucoup de temps qu'il est revenu. Et Tielemans, on sait qu'il a fait une très très belle prestation contre Paris, donc c'est vrai que les deux joueurs seront des atouts pour l'équipe. Mais oui, je pense aussi que peut-être que Tielemans va prendre le relais pour ce match, euh, pour jouer aussi le turnover classique et pour pas griller Moutinho dès le début et qu'il ait le temps aussi de revenir à un rythme, à enchaîner les matchs. Sinon, sur milieu gauche, on voit mal Jardim se priver de Thomas Lemar, a priori. Pas de raison. Oui. À droite, toujours le petit mystère, mais là, il n'y a pas vraiment. Il y a personne du coup pour concurrencer Ronny Lopez. Donc, Non, non, ouais, je pense que Ronny Lopez aussi va être titulaire de nouveau. ouais. Le temps qu'on trouve peut-être un top joueur d'ici la fin août, mais pour l'instant, je pense que c'est lui qui tient aussi la corde de ce côté-là. Ouais. Et si Falcao devrait être titulaire également, quid de Mbappé? C'est un peu la petite question, le petit débat. Euh, le débat qu'on aurait pu vous poser mais qu'on a oublié de faire. Est-ce que Mbappé doit débuter sur le banc? C'est une vraie question. C'est une vraie question, bien sûr, c'est pourquoi pas. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de son cas. Visiblement, le joueur n'a peut-être plus beaucoup la tête à Monaco, ou en tout cas semble avoir fait son choix, celui de peut-être de quitter la principauté. Il est dans le groupe quand même, même si je vois mal Jardim s'en priver sur cette rencontre. Ouais, Je ouais. me demande si peut-être pas lui donner une leçon, mais bah, lui montrer qu'on peut faire Ouais, sans mais lui. je suis d'accord avec toi sur tout ce qui entoure son cas, c'est assez problématique pour l'équipe, pour la préparation mentale, tout ce que tu veux. Même vis-à-vis de ses coéquipiers, je trouve que c'est pas peut-être pas très très bon pour eux. Mais bon, je pense que tant que Jardim l'aura sous ses ordres, il va l'utiliser Ouais. au maximum. C'est un top joueur, On sait quand on même. n'a pas on n'a pas des cadors derrière lui. Pour moi, il va débuter le match, il doit débuter le match, qu'on en profite jusqu'au maximum. S'il nous permet de On, marquer ouais. 2-3 buts et On sait augmenter de que 5 millions, ça. on sait qu'il a quand même été recadré devant le groupe à l'entraînement Ouais. après le match de Toulouse. Jardim qui n'a pas du tout apprécié son repli défensif, qu'il a jugé assez pauvre justement. Donc voilà, on sait que là sur ce plan-là, il n'était pas du tout satisfait. Donc il se prive pas non plus, je pense, de lui faire remarquer vu sa situation. Donc voilà, peut-être on peut imaginer qu'il se dise comme ça lui sert de leçon. Maintenant, si c'est pour mettre Carrillo numéro 2 avec Falcao, c'est sûr que voilà. Si on avait Ouais, gardé voilà, ouais. Germain, je pense que si on avait pu garder Germain, j'aurais eu aucun problème de mon côté, en tout cas, je suis pas entraîneur, mais j'aurais eu aucun problème de Ouais. mon côté à mettre Mbappé sur le banc. Mais Ou, là, c'est ou vrai alors que il tente, d'un côté, c'est pour ou mettre alors il tente Carrillo. Diakabi. Ou tenter Diakabi, ouais, peut-être. Surtout Why qu'on not? on a aussi Saint-Maximin donc, qui est parti, donc il y a aussi cet aspect-là. Il n'est plus une solution aujourd'hui, forcément. Mm. Donc voilà, c'est un petit peu réduit. En tout cas, voilà, c'est cette petite suggestion de composition. Donc a priori, on n'attend pas de grandes surprises pour demain. On peut noter l'arbitre de la rencontre, pas forcément ce qu'on préfère, hein, Une bonne mais nouvelle. voilà, c'est Tony Chaperon, hein, pour les déçus, je sais qu'il y en aura. On peut noter le petit point, le petit truc anecdotique, c'est que il a arbitré le Dijon-Monaco de la saison passée. Déjà, c'était déjà lui. Donc voilà. Sinon, donc c'est la fin de cette émission. Merci Nico d'y avoir Merci à toi. participé. Hein. Merci pour ta patience parce que les gens ne le sauront pas forcément, mais tu as dû faire preuve de beaucoup de patience à l'égard de ma connexion Wi-Fi. Ça arrive, ça arrive. Voilà, c'est les petits aléas, donc on espère que tout ira bien.
On remercie une nouvelle fois Alexis Bibo pour sa disponibilité lors de notre entretien. Et quant à moi, je vous rappelle, la rencontre entre Dijon et Monaco, c'est ce dimanche, donc demain à 17h, et ce sera retransmis sur beIN Sport 1. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radio-diagonale.fr, mais aussi sur notre chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. Sinon, nous sommes également sur Twitter et sur Facebook, n'hésitez pas à nous suivre. Prochain rendez-vous demain soir pour le débrief radio de la rencontre et on espère vous retrouver nombreux. Salut à tous et Dag et Moulego. Et bisous.